Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence sur BIMworld, la rencontre des jumeaux numériques et solutions Backerphone. On a le plaisir d'accueillir l'ensemble des intervenants d'une conférence Graphisoft pour effectivement vous montrer comment on peut donner aux équipes le fait de pouvoir créer des bâtiments ou des ouvrages remarquables, vraiment avec cette utilisation du numérique dans un process extrêmement collaboratif. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de vous montrer aujourd'hui, par non seulement des retours d'expérience, des cas concrets, d'avoir cette vision sur le numérique pour bâtir des ouvrages remarquables. On le verra notamment au niveau à la fois de l'architecture ou de la complexité des ouvrages. Nous avons donc Monsieur Hugh Roberts, CEO de Graphisoft, qui va pouvoir aujourd'hui introduire cette conférence pour effectivement nous parler de comment évolue Graphisoft et quelle est sa stratégie. It will be in English, so just a few moments in English, and it will be very interesting to see how it is the strategic vision of Graphisoft and what you are doing now. Ensuite, on aura effectivement Branislav Punicic, architecte chargé de mission sur Solideo, pour voir effectivement sur la partie maîtrise d'ouvrage, finalement, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce qui se passe et quelle a été aussi cette relation avec la partie agence d'architecture où Thibaut Cérez, effectivement, nous montrera aussi comment est-ce qu'il a utilisé cette notion de BIM, à la fois pas seulement dans un cadre de Solideo, mais aussi, on disait, dans un cadre plus large pour voir comment vous pouviez exprimer cette notion d'architecture dans une problématique collaborative. Et enfin, Guillaume Maréchaux, d'architecte associé de Brenessac Gonzalez, sur une partie sur un bâtiment qui a nécessité, du fait de sa complexité effectivement architecturale, mais aussi de développabilité de la construction, de voir un peu comment ça s'est passé. Je vous remercie et je vais donc laisser la parole à Hugh Roberts. Please. So, je ne parle pas français. Sorry. What I'd like to share, so I'm Hugh Roberts, I'm the CEO of Graphisoft, and we make ArchiCAD, which is used on many projects here in France. And maybe just an introduction to myself. So I am an architect also. I practiced architecture for about a dozen years. I've been in the architecture, engineering, construction business for 35 years, and I've been in the software industry for about 25 years. And I think what I find exciting today is how much change there is in this industry and how much new tools and capabilities architects have to make great buildings. So at Graphisoft, we are a global company. So we have 21 offices around the world in 14 countries. We sell our software in 170 countries and in 29 different language versions. And one of the advantages of that is we get to see how buildings are designed all around the world. And it is different. There's a lot of things that are the same, but there's a lot of things that are different. So learning about the different project models, the different breakdown of responsibility, different materials, different methods of construction, and we like to bring all of that learning into our software so that it's usable by everyone around the world. So to bring timber construction or concrete from Latin America or steel from North America or whatever that may be is an advantage that we have. At the start of this year, we acquired Abvent, which you may know, here in France, and we did this to strengthen our connection to this important market. So France is a very strong market for Graphisoft. We are a dominant software for architects here in France, but we really wanted to make sure that we can leverage that local expertise that Abvent has built for 30 years or more. Eric can probably tell me the right answer. But combine that with the power of the global Graphisoft company so that we can add more value to the French market and French architects as we go forward. Fundamentally, our vision as a company, why we exist, is because we want the world to be full of better buildings. And
many of the people like me at Graphisoft are architects and have been connected to this profession for so long that we live vicariously through all the great buildings that you create. And the way we do that is we think of our mission as empowering you to create great buildings. And great buildings might mean beautiful, they might mean they're a signature design, it might be sustainable, it might be cost efficient, it might be a really well-functioning hospital, but you define what great is. And we're not going to do it, but we want to make sure you have the tools and the approach and a design-oriented set of software that helps you pursue your objectives. You probably know ArchiCAD, at least by name. That is our main product for design, but we also have BIM Cloud, which is really great at collaborating and bringing teams together so that multiple people can be working on the same model or even the same elements in a model at the same time in a controlled way. And BIMX is our mobile application on iPhones, Android, and web browser that is a really great way for people who are not BIM users to interact with those BIM models and see the design. So your customers, your clients, and other stakeholders. We have great mechanical, electrical, and plumbing software in DDS-CAD. That's not very strong in France right now, but it will be in the future. So we have work to do there to Frenchify that software. And we really are focused on having a relationship with our customers. So we have a great learning program with self-serve learning for our software. We have a great community system where users can talk to each other and share information with each other. And then our customer support services called Graphisoft Forward help make sure you get the best out of your software. So what I wanted to really quickly talk about this morning is thinking about our industry. So I don't really want to bore you with our business strategy for France, but what are we thinking about right now that we think you should be thinking about? And if I boil it down, I think volatility is the new normal. Change is happening in our industry in every direction. If we think about just the recent years, we have had our business system as a world disrupted. War, recession, energy prices, inflation, all of these things. The pandemic really changed the way we work and really shifted to a lot of working from home and remote workers. And whether that's a remote worker down the street or actually now I can hire a junior architect in another country because they're working online and they can add value to my project. Or maybe I can work on a project in another country because it's online and that's easy. And all of these changes are not only changing how we work, but how the landscape of your customers is working. So their concerns and their objectives and their priorities are also changing. And I think as we look at what does that mean to architects and our customers is in these times, architecture is a team sport. Delivering a building takes a lot of people with a lot of different skill sets. And the more and better they can collaborate, whether they're together in the same company or office or they're scattered around the world virtually, the stronger that success is likely to be. And I think we're going to hear about some good collaboration in a minute when I shut up. I think the key thing is as this change is happening and as these priorities of your customers are changing, you need to really be able to very quickly and nimbly explore design. You have to be able to consider many options. You have to be able to adjust to a change without having to redo all your work and to shift your design to accommodate a new material or a new method of construction because maybe the supply chain for what you were designing isn't delivering it in time, or maybe the customer now has to change their requirements because of an impact on them. And of course you have to deliver. So the margins, the consequences of the economic condition are that buildings have always had to be on time and on budget, but now it's even extra important. And so the ability to ensure that you are confident you can deliver is a critical component in change, so that you have that while everything is swirling around you, you can be anchored on making sure you're hitting the target and getting your project done. And I think
one of the things that you're going to hear in a few minutes is if we look at the Olympic Village project, it really embodies a lot of that, right? So many projects, many different companies working together, a company orchestrating that, very diverse needs on the customer side. And by the way, it's a project that has 2 life cycles already built into it. It has to be one thing for during the Olympic Games, and it has to be something else for after the Olympic Games. And everybody's paying attention, so you can't not deliver, and the budgets are insane. And so it's a perfect example of dealing with these issues. And I think the guys are doing a good job, so that's good. But we're also always focused on design, right? And so even within one building, these same issues persist. And being able to approach how do you find the experience to make that building a great building in the context of what it's trying to do and what your vision for that building is, and how do you explore that design in many different options and variations and find the right one that works for you to provide the best value and the best experience that you want. And I think a great example of how that's done here as well. So with that, I'm going to turn it over to the French delivery for the rest. But I think this embodies, and these 2 projects embody what we're trying to do as a software company to help you collaborate, help you work together, explore your designs, and really make sure that you do deliver so that you can make great buildings. Thank you. Merci beaucoup, Hugh Roberts. On va donc effectivement voir cette maquette qui est la plus grande d'Europe sur Solideo, et d'avoir cet exemple aussi de voir comment un maître d'ouvrage peut inciter finalement cette collaboration numérique. On est vraiment sur cette problématique d'échange de données et de voir comment vous avez spécifié les choses et quelles étaient vos exigences, vos attendus, aussi au regard de la réglementation, parce que vous avez aussi des contraintes, et de voir comment finalement vous avez ouvert cette notion de maquette pour collaborer le plus possible et pour pouvoir travailler avec le plus possible d'intervenants différents. Bonjour à tous. Donc, sans tarder, donc je vais vous présenter donc la Solideo. C'est un établissement public, industriel et commercial, EPIC, qui a été créé en 2017 et qui joue le rôle de financeur, d'aménageur et de superviseur pour les ouvrages olympiques dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Notre objectif fixé, c'était de garantir, quoi qu'il advienne, que l'ensemble des ouvrages soient livrés à temps, dans le respect des exigences et programmatiques, budgétaires, environnementales et sociales des parties prenantes qui sont impliquées dans le déroulement des Jeux. Donc, à l'heure actuelle, petit focus sur le planning. Donc, nous sommes en phase travaux. La livraison de la plupart des ouvrages est prévue pour décembre 2023. Et les jeux et tous les événements qui les accompagnent sont prévus entre la période de juillet et septembre 2024. Et après quoi, on va rentrer dans la phase, donc en 2025, la phase héritage, avec les travaux de conversion des différents ouvrages pour la ville de demain. Donc, à ce stade, donc, en tout cas à mi-mars 2023, on a déjà 5 ouvrages livrés. On a 48 ouvrages en chantier. Et les ouvrages les plus emblématiques, donc les 2 villages, seront livrés à la fin de l'année 2023. Les grands équipements seront livrés entre la fin de l'hiver et le début du printemps 2024. Et donc, ce qu'on fait, on construit 64 ouvrages avec une seule mission. Donc c'est livrer quoi qu'il advienne les ouvrages pérennes nécessaires pour les Jeux. On a une stratégie en 3 volets. Donc d'une part, on a l'excellence environnementale.
on a l'inclusion sociale et l'accessibilité universelle. Donc pour réussir tous ces objectifs, donc on a un quatrième volet qui fédère tout ça. Donc c'est la démarche SIMBIM qui assiste et facilite la réalisation de nos objectifs. Donc notre maquette numérique, là on a la maquette numérique du village des athlètes qui s'étend sur 65 hectares. Et tous les acteurs du projet sont impliqués dans une même démarche SIMBIM et ils ont été impliqués dès la phase concours jusqu'au DOE. Et donc pour ce projet, nous avons mobilisé 42 cabinets d'architecture, on a 7 paysagistes, on a 18 BET généralistes et spécialistes. Et donc c'est aujourd'hui la plus grande maquette numérique jamais réalisée en Europe. Notre démarche a été aussi récompensée en 2022 avec un BIM d'or, dans la catégorie BIM d'argent, dans la catégorie SIM. Donc dans les objectifs BIM de la Solideo, ici vous voyez nos objectifs, mais notre démarche elle consiste à participer à la montée en compétence des acteurs des projets d'une part, ensuite créer un cadre contractuel et aussi assurer la qualité des livrables au quotidien. Donc là on a le projet de la grande nef de l'île des Vannes par Châtillon Architectes. Donc c'était pour illustrer le fait qu'on avait érigé la démarche SIMBIM en fondement de la réussite des projets, depuis l'esquisse à la construction, avec aussi une vue sur la gestion, exploitation et maintenance des ouvrages. Donc ici, on était parti d'un nuage de points pour modéliser l'état existant. Et donc oui, c'est un projet de réhabilitation d'un équipement qui est des années 70. Et donc, comme disait Hugh, pour les besoins de ce projet pharaonique, on avait une nouveauté, donc le permis à double état qui a été mis en place. Donc les maquettes numériques des projets concernés par la réversibilité entre la phase jeu et la phase héritage suivent cette logique. On a de nombreux cas d'usage, mais un cas d'usage qui a été, par exemple, utilisé au service de la concertation, c'était l'outil Serious Game, qui est une solution en ligne qui permet aux citoyens de prendre connaissance des ouvrages et des aménagements et de se concerter sur certains aspects des projets. Donc le BIM a servi aussi comme support de réalité virtuelle. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut voir à la maison du projet où pareil on peut avoir une expérience plus immersive de qu'est-ce qui sera la ville dans la phase héritage en 2025, à partir de 2025. Donc l'innovation, c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs et nos ambitions. Et pour cela, le BIM, c'est un de nos outils majeurs. On est actuellement aussi en train de travailler sur une démarche qui facilite la prise en main des DOE numériques par les communes et les collectivités pour les assister à initialiser une démarche interne de BIM, gestion, exploitation et maintenance lorsqu'ils auront réceptionné les ouvrages. Donc pour finir, les Jeux de Paris sont un défi, mais sont aussi une occasion de promouvoir le savoir-faire français en matière de construction et d'aménagement, de promouvoir la ville européenne, une conception davantage tournée vers l'individu, le riverain, l'usager et la réponse à leurs besoins, à l'opposé des villes. Pardon. Et l'idée, c'est de faire les premiers Jeux olympiques et paralympiques
qui sont sobres et respectueux de l'environnement, et aussi promouvoir un modèle de ville plus respectueux de l'environnement. Merci. Merci beaucoup. Et on va voir effectivement, hein, vous annonciez 42 agences d'architecture. On a la chance d'en avoir une parmi nous sur effectivement ce projet. Thibaut Cérez, je vous invite à venir effectivement nous expliquer effectivement à quel point la collaboration sur même plusieurs sur un seul projet est très importante. Et en plus, dans le cadre de Solideo, il y a quand même des notions de réemploi et je crois d'un PC double état dont vous allez pouvoir nous parler, qui est aussi quelque chose d'innovant. Je vais me mettre là. Et du coup, donc on a dans nos démarches, dans nos 3 positionnements, il y a une démarche qui est bas carbone, qui est de plus en plus demandée, qui arrive de plus en plus avec du coup une construction plus propre, une construction qui fait appel à de la préfabrication, à du bois, à des matériaux biosourcés. Donc rapidement le village des athlètes. Donc nous on a travaillé sur la partie qui se situe sur l'île Saint-Denis. Donc vous voyez ici, île Saint-Denis qui a cette particularité d'être une commune insulaire sur la Seine. Donc on peut passer, je vais vous montrer très brièvement. Donc voilà un petit peu vous avez le Stade de France, la future centre aquatique, piscine qui va être construite juste à côté, qui est même en construction je crois. Et la majeure partie du coup du village des athlètes qui va prendre place dans les anciennes halles, anciennes halles EDF et ancienne cité du cinéma, donc ce nouvel écoquartier, et donc du coup une petite passerelle piétonne créée pour rejoindre l'île Saint-Denis, le petit village gaulois comme on disait tout à l'heure, qui est du coup sur les 2 bras de Seine. Tu veux que je passe ? Du coup au moment du concours on a utilisé déjà l'outil du coup du BIM et Archicad pour réussir en fait à se coordonner entre nous, parce qu'on était, vous voyez, il y a 3 grands quartiers dans cet écoquartier, l'îlot PB, l'îlot PA et l'îlot PE. Donc on avait l'agence Chartier d'Alix qui coordonnait l'îlot PA, qui se situe sur le front du Grand Bras de Seine en face du reste du village olympique. L'îlot PE avec Eric Judice qui travaillait sur la place des Arts, qui regroupait donc du coup plusieurs équipements autour d'une place avec la passerelle qui arrivait sur cette place. Et de notre côté, du coup, l'îlot PB, qu'on voit ici sur le petit bras de Seine, qui avait cette particularité, on peut peut-être passer, donc du coup d'être principalement construit en structure bois. Donc nous on a coordonné cet îlot, donc on avait 5 architectes et nous on s'est occupé de 2 bâtiments, le lot PB8, le lot PB9. 2 bâtiments assez différents puisque le lot PB8 il présente 3 petits bâtiments sur la Seine qui sont plutôt des logements intermédiaires, et puis le lot PB9 plutôt de l'habitat collectif. On peut passer. Voilà, quelques photos du lot PB9 en construction bois et du lot PB8. Voilà. Donc au niveau une fois qu'on a remporté le concours, la coordination en fait a continué, mais surtout est arrivé le permis de construire avec on peut passer, ouais, avec cette particularité en fait d'avoir un double état dans le permis de construire, c'est-à-dire que toutes nos pièces dans notre permis étaient doublées et présentaient à la fois une phase de projet héritage et une phase de projet Jeux Olympiques, donc avec un double statut. Alors nous, en travaillant sur des logements, on avait le statut hébergement en phase héritage,
et en phase JOP et le statut logement en phase héritage. Mais il y avait d'autres projets au sein du village des athlètes, par exemple, qui étaient des bureaux en phase héritage et des hébergements en phase JOP. Donc voilà, et ça, on s'est vraiment servi du logiciel, notamment là des filtres de rénovation, pour faciliter la vie et avoir vraiment une seule maquette, un seul projet, et puis aussi pouvoir quantifier, par exemple, le nombre de cloisons qui allaient être démolies entre les deux phases, enfin, ce genre d'éléments, le nombre d'interrupteurs radiofréquences qu'il fallait déplacer, enfin, voilà. Donc sur la partie réemploi, en fait. La partie réemploi, oui. Donc là, c'est un petit exemple, par exemple, c'est quelque chose qu'on a à cœur à l'agence, c'est de travailler l'évolutivité de nos plans, c'est-à-dire de proposer un plan en fait qui a une capacité en fait de s'adapter aux gens qui y habitent. Vous savez, quand on fait du logement, on a ce qu'on appelle les TMA, c'est-à-dire les travaux modificatifs acquéreurs. Donc là, par exemple, on a un même appartement qui du coup est en phase héritage. En phase JO, pardon, je me trompe tout le temps. On a 2 chambres d'athlètes et un séjour. Donc c'est un logement pour 4 athlètes. Quand il va se transformer, on va pouvoir proposer en fait plusieurs plans aux futurs acquéreurs. Voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Structurellement, après, du coup, c'est le bois. Donc le bois, en fait, beaucoup est fait en usine. Je pense qu'on peut passer. Beaucoup est fait en usine, donc on avait des socles béton et on avait donc toute une construction bois en mob, en fob, qui a été en fait travaillée avec notre BET bois à travers des maquettes qu'on a pu en fait échanger. On a eu la chance d'avoir un BET bois qui nous a suivis tout au long, même en phase d'exécution. Et du coup, voilà. Donc on a partagé un modèle. Ça, c'est une vraie coupe sur un modèle. C'est pas de la 2D. Hein. Voilà, tout est dessiné en 3D et donc en BIM. Et si on passe, même les détails, vous voyez, sur le PB8, on avait de la tuile en façade et on a vraiment pu expérimenter en 3D, par exemple, un rendu de traitement de tuiles d'angle, différents types de profils, voir comment on allait un petit peu gérer les raccords, ce genre de choses. Et du coup, ça, c'était plutôt pour la phase dossier de consultation des entreprises, établissement du dossier pro pour le préalable au chantier. Et donc, du coup, si on passe, voilà, là, c'est en chantier. En fait, on continue à faire un peu d'exé en chantier. Hein. Par exemple, là, c'est le partage d'une maquette, mon serrurier. Donc, j'ai une serre en toiture sur le PB9. Mon serrurier m'envoie sa serre en BIM. Je peux l'insérer, voir les interactions avec l'étanchéité, avec les niveaux, le platelage bois, et voir si par exemple les plots sont bien au bon niveau ou ce genre de choses. Et voilà, on continue d'échanger avec les entreprises après en BIM sur le chantier. Et voilà, je vous ai mis quelques photos du coup du chantier, donc du coup issu de la maquette bois. On voit qu'on a vraiment une construction préfabriquée. Là, on voit ce petit bout de plancher qui a été préfabriqué, qui va venir prendre sa place quelque part. Si on passe un peu, voilà, l'entreprise, donc du coup, qui a aussi l'entreprise de construction bois, qui a monté sa maquette, qui a trouvé des solutions. En fait, ici, on voit, il a monté des poteaux double hauteur pour gagner du temps en fait dans la mise en œuvre du bâtiment. Et voilà, quelques photos en cours du chantier. Donc là, on est sur le PB9 qui a une écriture avec son socle en béton et on voit donc ces fameux poteaux double hauteur. Et puis là, ici, le PB8 en construction avec voilà, ces éléments qui arrivent à moitié préfabriqués et qui sont assemblés sur chantier. Voilà. Tu as été trop rapide. Et j'ai été trop lente. Merci beaucoup. Il va falloir que tu me... Alors, effectivement, donc, on a la chance d'avoir petit Didier Priou, architecte, mais on a aussi la chance d'avoir Brené
Brenac et Gonzalez Associés, qui travaillent aussi sur Solideo, puisque avec 42 agences d'architectes, il y en a forcément qui sont parmi nous. Et là, pour effectivement voir une autre démarche, l'idée c'est vraiment d'avoir cette démarche sur un bâtiment exemplaire, on va dire, un logement là pour le coup, mais avec une démarche architecturale intéressante sur voir comment effectivement on est sur une problématique de logiciel, enfin d'utiliser l'outil, de le pousser au plus et de voir comment ça va évoluer sur le projet. Effectivement, Thibaut Serres disait qu'il y avait cette notion d'évolutivité aussi et de continuer ces échanges tout au long du projet. Et je crois que ça a été aussi le cas sur l'exemple que vous allez nous présenter. Alors, bonjour à tous, donc, je suis Guillaume Maréchaux, je suis architecte associé de l'agence Brenac et Gonzalez. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui un projet qu'on a livré l'année dernière à Montpellier. C'est un projet qui s'appelle Higher Rock. Donc, c'était une copromotion Vinci Immobilier et Sogeprom Pragma. Et donc, c'est un projet qui est vraiment en bordure de ville historique. Donc, on se trouve à proximité immédiate de la gare de Montpellier. Alors, je vais pas vraiment développer les intentions du projet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt un peu le process de fabrication et de voir comment on a utilisé l'outil informatique dans toutes les phases du projet. Alors, quelques clés quand même, c'est un programme mixte qui intègre un socle de commerce qui est dans un ruban de béton de teint de pierre, dans un registre orthogonal qui vient dialoguer avec les bâtiments existants de la ville. Et on a une émergence, un bâtiment à 60 mètres. C'est une tour de logement. Et là, on est plutôt sur une géométrie organique. C'est formes ondoyantes, ce sont des grands plateaux, donc, avec des courbes, des grandes terrasses. Et en fait, c'est l'expression d'une tour très méditerranéenne. L'idée, c'est de développer des grands espaces extérieurs, donc des grandes surfaces de balcons, avec cette idée de vivre dedans-dehors, puisqu'on se retrouve avec des logements où on a quasiment une pièce extérieure qui fait la taille du séjour. Alors, cette première image, c'est un peu le point de départ du projet. Donc, c'est un concours qu'on a gagné en 2016. On avait déjà modélisé le projet sur Archicad. Et donc, on a été lauréat sur cette image. Alors, on était très heureux quand on a gagné, mais la première chose qu'on s'est dit, il va falloir le construire maintenant. C'est-à-dire qu'on est parti sur des éléments qui, dans le dessin, finalement, étaient des lignes à partir de splines, de choses qu'on aurait presque dessinées à la main. Et donc, alors à l'agence, on travaille sur Archicad depuis longtemps, donc c'est vraiment un outil de conception. Là, c'est un extrait de notre modèle 3D qu'on a fait évoluer dans toutes les phases. Mais l'idée, c'était de venir également ajouter une couche, c'est-à-dire toutes les contraintes techniques qu'on pourrait avoir, mais aussi construire dans un contexte économique raisonnable, puisqu'il s'agissait pour le client d'avoir quand même un projet dans un budget qui devait être tenu, et pas être dans l'extraordinaire non plus. Et donc, on voit aujourd'hui la photo de la réalisation, donc on est assez fiers parce que c'est assez fidèle à l'image de départ. Mais finalement, pour aboutir à ça, il y a eu une espèce de petite frise qui permet un peu de comprendre notre process. Donc c'est vraiment une logique de design paramétrique. C'est le premier dessin qu'on voit sur la gauche de l'image. Bon, c'est la robe de la danseuse de flamenco. C'est un peu l'évocation récurrente du projet. C'est des figures ondoyantes qui expriment ces grandes dalles. Puis après, il a fallu passer à finalement une géométrie réglée, c'est-à-dire des rayons de courbure. C'est des pièces qu'il va falloir assembler sur le chantier. L'objectif, bien évidemment, c'est d'aboutir au plan. C'est des grands espaces extérieurs. Donc là, on voit le plan courant du projet. Donc c'est un bâtiment orthogonal et tout autour, sur tout le pourtour, on a des grands balcons. Alors à l'agence, donc je vous ai dit, on travaille sur Archicad, mais pour ce projet, on a été entouré d'un bureau d'études VSA, un bureau d'études façade. Et donc, dans l'idée des logiciels, c'était d'avoir, nous, notre modélisation sur Archicad. Et VSA a travaillé via Grasshopper, a établi des scripts retranscrits sur Rhino qui nous ont permis de venir développer certains paramètres du projet qui nous ont permis de tester, de fiabiliser et finalement de dessiner les éléments majeurs du projet que je vais vous détailler. Le premier, ce sont les balcons courbes. Donc on voit l'image du projet, ce sont ces grands plateaux ondoyants. Alors, dans l'idée, ce qu'on disait toujours au départ, c'est que finalement, ils sont tous identiques, un niveau sur deux, mais pas tout à fait, puisque dans les niveaux bas, c'est presque un peu la traîne de la robe, on a des éléments qui sont un peu plus larges, donc un peu différents.
Et puis les éléments du dernier niveau, ils sont pareil un petit peu rétrécis, donc un petit peu différents. Donc il a fallu, c'est ce qu'on voit sur l'image à gauche, déjà dessiner ces courbes, et puis finalement venir les paramétrer. Donc il s'agissait de trouver des méthodes, c'est-à-dire on a le premier dessin, on trouve les points d'inflexion, ce qui génère des cercles. Une fois que ces cercles sont générés, il va falloir définir un certain nombre de rayons de courbure. Donc dès les premières esquisses, voilà, on a essayé de quantifier le nombre de rayons de courbure. Et puis le travail avec le bureau d'études, c'était de dire, établissons un script, admettons on a 200 rayons de courbure, si on n'en fait que 100, qu'est-ce que ça donne sur l'image du projet? Et donc l'idée, c'était de venir placer le curseur pour après sortir des images. Donc on a fait un certain nombre de tests en phase d'étude et de voir comment la figure évoluait pour rester fidèle à l'image de départ, mais tout en arrivant à quand même optimiser un peu le dessin et puis rendre des plans, des choses qui sont constructibles par l'entreprise. Alors, deuxième élément qui est assez important dans l'image du projet, c'est cette résille, parce qu'on a vu que c'était une succession de plateaux, mais il y a l'idée d'une grande enveloppe qui vient unifier ces différents plateaux. L'idée, c'était une enveloppe un peu protectrice, hein, c'est de venir définir un contenu, parce que c'est quand même une tour, on monte à 60 mètres, la perception du vide n'est pas la même sur les niveaux bas que sur les niveaux hauts. Donc l'idée, c'était de trouver cette maille qui vient donner un peu un contenant, mais c'est ce qu'on voit sur cette image. Alors c'est un extrait en phase travaux. On est sur une maille avec une géométrie complexe, avec des tubes de longueurs différentes, et qui viennent se connecter d'une dalle à l'autre, donc dans une géométrie qu'il n'est pas toujours évident d'appréhender. Donc il a fallu trouver un peu une méthode. Donc là, on voit des extraits du modèle. C'est en prenant des niveaux, c'est réfléchir à l'implantation de ces tubes et trouver finalement le pas d'implantation. L'idée étant de trouver la bonne quantité, de voir que ça définisse bien le dessin de façade, ce que ça génère par rapport aussi aux fenêtres qui sont derrière, l'orientation des tubes et la manière dont on vient les fixer. Donc on a travaillé sur le pas de ces tubes, sur leur longueur. Et donc si on regarde sur l'image d'après, alors la définition n'est pas très bonne à l'écran, mais ce qui était intéressant, c'était de voir finalement des analyses comparées entre le premier dessin qui est en haut à gauche, alors là qu'on a fait sur Archicad, mais de manière un peu longue, puisqu'on est venu dessiner chacun des tubes sur nos dalles. Et puis après, on a eu les dalles qui étaient optimisées. Et puis on a travaillé donc avec les scripts de Van Santen qui nous a permis d'établir un modèle 3D sur Rhino qu'on importait sur notre modèle Archicad. Et puis on comparait le dessin et de voir dans quelle mesure on arrivait au dessin le plus proche. Et ce qui nous a permis, de la même manière que pour les dalles, de venir définir ce dessin et donc de vraiment maîtriser à chacune des étapes l'image produite par le process de fabrication. Et donc là, on voit ici des fragments de la façade réalisés. Donc on voit qu'on arrive à vraiment respecter l'image avec le travail sur les courbes et la jonction des tubes. Alors il y a une petite particularité sur les tubes, puisqu'il a fallu également travailler leur longueur. Et on a développé une pièce spécifique d'assemblage, c'est emboîté dans une pièce en téflon, qui permet de limiter les longueurs de barre, puisque dans l'idée aussi de temps de chantier, c'est de faire en sorte que c'est des tubes en acier, donc ils sont quand même assez lourds, difficiles à mettre en place. Il fallait éviter que l'entreprise ait besoin de couper chaque tube à chaque fois qu'il en emboîte un. Donc l'idée, c'était d'essayer de bien définir les longueurs des tubes pour qu'il y ait des familles et qu'on puisse les emboîter sans découpe sur place. Et le dernier élément de fabrication de la façade, c'est le garde-corps. Donc l'idée de ces tubes que je vous ai présentés avant, c'est aussi de venir tenir un garde-corps. Donc c'est un grand tube dont on a donné une certaine épaisseur, parce qu'il y a l'idée de protection aussi du vide. Et donc là, on voit ici c'est un fragment là, du prototype en phase travaux. Donc on voit le tube, on voit un espèce de petit buton qui permet d'accrocher le tube. Et ce tube, donc, qui fait main courante, il permet de tendre une maille en inox qui vient épouser la forme gauche. Alors, on voit qu'on était sur deux géométries un peu différentes, puisqu'on a des cas où on est sur des débords positifs, c'est-à-dire que les tubes sont vers l'intérieur, et donc le garde-corps se glisse derrière. Et puis, il y en a des cas où les tubes sont vers l'extérieur. Donc, vous ne pouvez pas imaginer d'avoir le garde-corps qui est projeté vers l'extérieur. Donc, avec le travail de script, ça nous a permis de définir, c'est ce qu'on voit sur l'image en haut à gauche, c'est plusieurs lignes. C'est la ligne de la rive de la dalle,
celle de la ligne du garde-corps, puisque finalement il y a un offset vers l'intérieur, puisqu'il faut éviter les tubes et puis se fixer sur les tubes. Et puis c'était de définir les zones où on est en dévers et les zones où par contre on pourra se fixer sur les tubes. Alors, vous allez comprendre ici, en fait, on voit ici un fragment de la façade et une étude sur un des niveaux. C'était d'essayer de comprendre comment on va arriver à accrocher ce garde-corps sur nos tubes en générant bien les distances. Et donc, ça nous permettait de voir, en fonction des scripts établis, nous ont permis de dire, avec un tube d'un certain diamètre, on sait qu'on peut avoir une portée de tant de mètres et que la petite pièce qui est en rouge à l'écran, elle fera maximum 25 cm. Et donc on a joué un peu comme ça avec le bureau d'études, ça a établi un certain nombre de dessins, et ce qui nous a permis, nous, derrière, de faire un peu ces deux images. Donc on voit celle de gauche, on se dit, ok, là on n'arrive pas à être fixé sur le tube, on est obligé de mettre des potelets, donc on voit on a 2 potelets sur la gauche, et l'image de droite, par contre, on arrive vraiment à s'accrocher sur le tube, et on a un élément de butée. Et donc ces éléments qui ont été développés tout en phase travaux, ça nous a permis de venir réaliser un projet qui est vraiment fidèle à l'image de départ. Et donc pour finir, on voit ici donc la réalisation du projet. Alors c'est vrai que je vous ai expliqué, nous c'était le process, on a démarré ça en 2016, on est venu finalement dessiner le projet et qu'on a réglé avec l'outil informatique. C'est vrai que maintenant, avec le recul, on se dit qu'on aurait maintenant, avec la connaissance de ce logiciel, la possibilité presque inverse de se dire on utilise le logiciel informatique pour générer plusieurs formes et ensuite aboutir au dessin. En tout cas, c'était une expérience assez intéressante d'aide du logiciel pour vraiment tenir une image et tenir un projet dans sa réalisation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces présentations qui effectivement montrent la puissance des outils par rapport à la partie conception et jusqu'à l'exécution et aussi les possibilités que ça ouvre notamment sur le PC double état qui est quand même intéressant ou là sur la développabilité des formes avec des problématiques effectivement de sécurité. Moi j'ai une question pour l'ensemble du panel des intervenants opérationnels. On parle de collaboration. Je vous entendais parler de plusieurs types d'intervenants. Comment vous avez fait, vraiment en 2 minutes, qu'est-ce qui a été, quelles sont les clés et, parce qu'on parle d'échange, on parle bien d'échange de données, de fichiers. Comment vous avez pu fonctionner et qu'est-ce qui a permis ces échanges ? Alors, pour notre part, donc, ce qui était important, c'est de mettre en place un cadre contractuel et opérationnel dès le début du projet qui avait pour but de servir de socle commun. Et donc, ça passait bien sûr par la mise en place d'une charte SIMBIM qui définissait nos ambitions, mais qui a été inscrite donc dans les pièces du marché et qui a rendu de fait le BIM obligatoire sur les projets olympiques. Mais ça passait aussi par la mise en place d'une série de documents sur l'interopérabilité, la collaboration, les gabarits, les sujets de géoréférencement, mais c'est des choses qui reviennent le plus souvent entre Archicad et d'autres logiciels par exemple. Et aussi, donc, ce qui était un enjeu pour nous, c'était de la gestion de ce nombre énorme de maquettes, donc, où nous avons eu recours à des solutions, donc des requêtes semi-automatisées avec Solibri notamment, pour contrôler la conformité des livrables. Enfin, il y a eu aussi la question donc, de la mise en place d'une GED vraiment qui réussit à englober tout ça donc, de manière sécurisée et de manière unifiée avec un code de nommage. Donc, c'était là, on est sur la notion de c'était un travail en amont sur la standardisation, mais qui laisse en même temps suffisamment de marge donc, pour que chaque projet, avec ses spécificités, puisse
puisse se faire sans être impacté par des choses qui nous... Et Thibaut et Guillaume, comment effectivement vous vivez cette collaborativité, parce que vous êtes, j'allais dire, sur la phase conception, mais après ça se déroule. On voit bien que ça peut descendre sur de la préfabrication, sur ce suivi aussi finalement de construction. Comment vous mettez en place cette collaboration? Quels sont les outils que vous mettez en place? Ça peut être une démarche effectivement vraiment de process ou d'utilisation de certains types effectivement de fichiers pour ne pas nommer les IFC par exemple. Alors déjà, il y a un premier niveau de collaboration quand on fait de l'urbain en fait. Comme sur ce projet où on est plein d'architectes. Là, il y avait donc du coup sur la partie Île Saint-Denis, on était 3 du coup coordonnateurs de méga, on appelait ça macro-lots, avec à chaque fois plusieurs architectes. Donc déjà, c'est la première collaboration, elle est entre architectes en fait. C'est partager des modules dans une maquette source. C'est pouvoir avoir une façade de toute la rue des Îles ou de toute la rue en ayant récollé toutes les maquettes de chaque architecte. Donc ça passe forcément par l'architecte qui définit une petite charte graphique, une petite charte, sa propre petite charte qu'elle communique du coup à ses confrères. Donc ça c'était le premier niveau de collaboration avant même. Et puis après au niveau quand on rentre dans les études, on avait du coup avec la Solideo cette un petit peu obligation, c'est un vilain mot, mais du coup de rendre une maquette tous les 15 jours. D'accord. Et il y avait des revues de maquettes BIM en fait à chaque fois à des dates données. Où en fait, c'est un truc que je trouve un peu moche comme mot, mais on faisait de la détection de clash. Oui. Moi, j'appelle ça faire de la synthèse, en fait. Mais, est-ce qu'on a besoin du BIM pour faire ça? En tout cas, ça nous facilite vraiment la vie. Pour nous, faire de la synthèse architecturale, pour couper des éléments en 3D, pour voir tout de suite que les fluides ne sont pas placés au bon endroit. Voilà. Et on faisait pas mal recours à de l'IFC, oui, pour intégrer les choses dans nos maquettes. Et après, maintenant, ce qui est marrant de voir dans la construction, c'est qu'en fait, de plus en plus, par exemple, je montrais l'exemple du serrurier avec sa serre, mais aussi le constructeur bois, en fait, travaille sur des maquettes numériques qui, en fait, nous permettent vraiment... Il y avait toute cette interface aussi qui était assez compliquée en chantier et qui l'est toujours entre le bois et le béton. C'est-à-dire que pour que le bois vienne se poser sur des socles, le béton, il y a tout un système d'assemblage et pour faire cette synthèse entre les deux, c'était essentiel d'avoir un modèle 3D, de pouvoir regarder où les choses se posaient et pourquoi on n'arrivait pas à poser tel mob sur tel bout de béton. Enfin, voilà, Guillaume, je pense que ça doit faire écho aussi sur l'exemple de la tour. Sur l'exemple, du coup. Alors pour le coup, c'était vraiment une collaboration avec le bureau d'études façade. C'est vrai ça nous a permis vraiment de jouer avec les modèles. Alors, sauf quand on a démarré, il n'y avait pas encore le plugin qui permettait de transformer directement sur notre modèle Archicad. Donc c'est-à-dire qu'on importait les modèles Rhino du bureau d'études, on redessinait et puis au final on faisait une espèce de maquette commune, mais je dirais pas que c'était bricolé, mais ça se mettait un peu en place. Et c'est vrai qu'après coup, il y a eu le plugin qui permet, alors on avait fait une formation pour voir ça, le modèle 3D qui évolue en temps réel. En phase de conception, c'est quand même assez fascinant de voir, en jouant sur certains paramètres, de se dire, finalement, on va changer ce paramètre, on a le résultat, et on n'a pas quelqu'un qui dessine 8 heures pour arriver au résultat. Enfin, c'est hyper interactif. Donc, et ça, on l'a porté aussi en phase travaux. Alors l'entreprise n'était pas forcément équipée pour, mais ça servait d'outil de communication, de représentation, de dessin. Je pense que ça a vraiment fluidifié tous les échanges. Parce qu'on pouvait sortir des fragments de maquettes, montrer. C'était très didactique. Ouais. Hugh Roberts, the last question for you to conclude. We are talking about collaboration, but that means also open BIM, and because it needs to have this kind of standards to share data and process. How do you feel about this? Well, I think there's a couple of thoughts. So first of all, in our mind,
at Graphisoft, we have been committed to open information exchange and processes forever, and we think that's central. A quote I heard years ago that I enjoyed is, the good thing about standards is that there are so many of them, right? And I think that's very true in our industry. So when we think about collaboration and how software can help or hurt that collaboration, we have to approach it from many levels. So within ArchiCAD and the Graphisoft community and the Nemetschek community of products, we can add extremely tight collaboration. So you can have multiple people working on the same model and have it all super managed and communications and notifications and all sorts of tight collaboration. But you also work with people who use software from other companies. And that's natural. That will always be true. And so we have to make it easy to bring that information in and to share your information without, and make it not just kind of a checklist that, yes, I can save that format and open that format, but make it a real experience that's goes back and forth many times without problems. I think today it's even more than that, because we are really, as an industry, moving past the file exchange experience. It's much more about data connectivity. And I think the Grasshopper example is a piece of that, right? So the openness in your BIM has to be at an attribute level. It has to be at a data element level. And it's not just the file, it's also the API, and it's the cloud service calls, and it's the scripting language, and all of these things need to have an open mindset, because we're making a tool, but the content and the thought behind it and the product of it is yours. And you need to keep that, and you need to be able to use that 10 years from now on the renovation on that building, and you might be using totally different tools at that time. So I think that open philosophy is central to how we approach the software, and I think how you should approach designing your technology landscape for your projects. And it's also a question of, let's say, sufficiency of data also, and how you keep also the data for a long time, because buildings are made for last. So it's also important to have this openness. Yeah, absolutely. Openness spans time as well. Yeah, I think the other thing about standards, so IFC was referenced. A great standard, it's actually a very solid, very proven technology in our industry, but it is always encapsulating and standardizing what we know now. And the next version of everybody's software has some new stuff in it, right? And there's new capabilities and there's new ways to deal with things, which take a while to get standardized, how we interface with that. And so finding a way for your standard to capture things that will be understood differently in the future, and have it back to not just the answer, but also save the decision process, or to save the reference data, or to save the materials that went into making that answer. So it will be file formats, but it needs to be bigger than that. And I think this is where things like collaboration platforms come in as a tool or a blocker to be careful with. Okay, thank you very much, everyone. Merci pour les intervenants. Et si vous avez des questions, je vous invite à aller sur le stand ou effectivement à discuter avec les intervenants le temps que la conférence suivante arrive. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne suite de salon à tous.